Quand un adorateur des dieux sombres a suivi le chemin de la gloire, conquis des terres et massacré ses rivaux, il se confronte à l'ultime obstacle avant son apothéose démoniaque. Pour remporter cette bénédiction funeste, il lui faut s'investir 10 fois plus que pour surmonter les épreuves antérieures, et seuls les exploits les plus spectaculairement violents peuvent attirer le regard du panthéon obscur. C'est pourquoi un seigneur du chaos lève ses propres armées ravageuses pour quérir les batailles les plus sanglantes. On peut voir de telles armées en maraude dans les royaumes, avec leur seigneur du chaos à leur tête. Sous les yeux des puissances de la ruine, le seigneur ouvre les lignes du front avec son faux char, et il en est récompensé par ses bénédictions. Des combattants qui accompagnent son champion sont autant ses soldats que ses rivaux, qui espèrent s'arroger sa gloire. Les guerriers du chaos côtoient les chevaliers du chaos, des guerriers aux destriers sanglants dont la charge disloque les formations adverses. Si un ennemi supérieur en nombre veut déborder cette élite, un char du chaos se met en branle pour intervenir. Une fois lancé, ce lourd attelage de guerre peut renforcer et écraser plusieurs rangs d'infanterie pendant que son équipage assène autour de lui des coups de fouet et de fléaux cloutés. Hey, salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Achat Gaming, votre chaîne ludique. On continue la présentation des factions pour Warhammer Age of Sigmar, format fer de lance, Spearhead en anglais. Encore un petit rappel, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, ça me fait énormément plaisir. Le petit groupe francophone sur Facebook ici, et il y a également la communauté Discord autour de ma chaîne, donc le lien est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des Slaves to Darkness, donc le chaos universel qui n'est pas affilié à un dieu en particulier. Et pour parler de leurs règles, donc ils ont accès à un trait de bataille, c'est l'œil des dieux. Donc l'œil des dieux, c'est assez particulier dans Warhammer Age of Sigmar. Vous allez à la fin de n'importe quel tour, mais c'est une fois par tour, donc vous pouvez le faire à chacun de vos tours. Vous allez choisir une unité amie et il faut qu'elle réponde à certains critères pour pouvoir être ciblée. Il faut soit qu'elle ait détruit une unité ennemie à ce tour, ce qui est potentiellement faisable, ou alors qu'elle conteste un objectif, que sur cet objectif il n'y a pas d'autres unités adverses qui le contestent, et qu'elle ne soit pas engagée en mêlée. Bon, en gros, il faut qu'elle soit seule sur un objectif. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir jeter un dé et vous référer à ce tableau d'aptitude en fonction du bonus qui va lui être attribué jusqu'à la fin de la partie. Vous pouvez cibler plusieurs fois la même unité à des tours différents. Par contre, si vous tombez 2 fois sur le même bonus, eh ben, ça ne s'additionne pas, vous allez perdre votre bonus. Les bonus sont affiliés à certains dieux. Bien sûr, si vous faites un 1, rien ne va se passer. Si vous faites un 6, en revanche, vous allez pouvoir choisir votre bonus parmi la liste des bonus encore présents. Il y a sur un 2 la protection de Tzinch qui vous donnera donc une protection à 6+, jusqu'à la fin de la partie. Il y a la grâce de Slaanesh, là vous aurez +1 à vos jets de course. Il y a la bénédiction de Papinurgle qui lui va donner -1 au jet de blessure pour les attaques qui cibleraient cette unité. Et enfin il y a la fureur de Khorne, là vous aurez +1 à la perforation des armes de mêlée de cette unité. Le trait de bataille reflète bien l'esprit chaotique propre à Warhammer en général, c'est-à-dire des bonus potentiellement très impactants. Honnêtement, tous les bonus sont bons à prendre, mais ça reste de l'aléatoire, et il y a aussi la possibilité de se voir simplement voir apparaître des plumes au niveau du fessier ou d'autres petits désagréments de ce genre. Concernant les aptitudes de régiment, donc il y en a comme d'habitude 2 qui vous sont proposées, il faut faire le choix au début de la partie. Le premier, c'est la bannière d'effroi. Donc là, vous allez choisir soit votre unité de guerrier, soit votre unité de chevalier du chaos, et vous allez immédiatement, en début de partie, faire un jet dans le tableau qu'on a vu précédemment. Donc vous obtenez directement potentiellement un bonus pour toute la partie, et évidemment plus le bonus vous pouvez l'appliquer longtemps dans une partie, plus il est fort. Donc si vous êtes un peu joueur, voilà, un peu gambling, c'est pourquoi pas une bonne aptitude à prendre, surtout si je pense vous ciblez les chevaliers qui sont une excellente unité. Ensuite, vous avez aussi le choix de choisir une aptitude passive, c'est le conquérant féroce. Dans ce cas-là, vous ajouterez 3 au score d'objectif, donc l'objectif contrôle d'une unité, et là, ça sera uniquement sur vos guerriers à pied. Concernant les optimisations, comme d'habitude, vous avez le choix entre 4 optimisations. Celle-ci ne s'applique
que à votre général, et il faut bien sûr en choisir une seule parmi ces 4. La première, c'est une aptitude passive, donc qui durera toute la partie, et c'est la marque de corne. Vous ajoutez 1 à la perforation des armes de mêlée de votre général si il a chargé au même tour. Voilà. Si vous enleviez la deuxième partie de la phrase, ce serait extrêmement fort, mais bon, là, il faut qu'il l'ait chargé pour bénéficier de la marque de corne. Bon, ça la rend du coup un peu moins pertinente, j'ai envie de dire. La seconde optimisation est donc la marque de Cinch. Vous allez pouvoir choisir une unité sur le champ de bataille. Ça ne peut pas être votre général. Vous la retirez purement simplement du jeu. Et donc c'est pendant votre phase de mouvement, c'est qu'une fois par bataille évidemment. Vous allez pouvoir la replacer entièrement à 6 pouces de votre général et à plus de 6 pouces d'une unité ennemie. En contrepartie, elle ne pourra pas utiliser d'aptitude de mouvement jusqu'à la fin de la phase. Donc elle ne pourra pas charger parce que la charge a le mot-clé mouvement. Donc voilà, les aptitudes de mouvement, la charge fait partie de l'aptitude mouvement, des mouvements en tout cas. Donc elle ne pourra pas charger, ça aurait été un peu, je pense, trop pété de pouvoir charger à 6 pouces tout T1. Mais voilà, en tout cas moi je lis comme ça, vu que l'aptitude de mouvement et que la charge a le mot-clé mouvement, vous ne pourrez pas charger cette unité. Par contre, vous allez pouvoir prendre des objectifs bien loin de vous. Voilà, ça donne quand même de la latitude en jeu. Ou alors plutôt utiliser en fin de partie pour aller reprendre un objectif à votre adversaire. Ça peut être vraiment intéressant comme aptitude. Ensuite, il y a bien sûr la marque de Nurgle qui va donner de la résilience à votre champion. Donc vous soustrayez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée qui ciblent votre général. Attention, c'est que en mêlée. Petit point règle à bien spécifier notamment auprès de votre adversaire. Donner de la résilience à votre champion, en même temps c'est très bon parce que le champion est certes à pied, mais il est quand même sacrément impactant. Et enfin, il y a la marque de Slaneige qui lui donnera un frappe en premier à votre général tout le temps, sans condition. Alors là, honnêtement, les développeurs, ils ont voulu se payer Korn, ils ont voulu que Korn ne soit pas représenté sur les 4 marques, enfin marques, je dis ça marque parce qu'il y a les 4 dieux, les 3 sont très bonnes, les 3 pour moi se valent, c'est juste Korn qui est nettement en dessous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une condition pour obtenir sa bénédiction à lui, faut qu'il ait chargé, alors que les autres c'est du passif et ça s'applique tout le temps. Vous préférez toujours la stabilité dans un jeu 2D. Concernant votre champion, votre seigneur, c'est donc un seigneur du chaos, il a 6 points de vie le petit bonhomme, il se déplace de 5, il a une sauvegarde de base à 3, il est objectif contrôle 2, en mot-clé il est uniquement héros, infanterie, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de ward. Au niveau de ses profils d'attaque, il a une attaque de corps à corps uniquement, c'est 5 attaques, touchant du 3, blessure du 3, perforation de 1, dégâts de base à 2, et sur un crit il fait des dégâts mortels. Ça tabasse bien, c'est bien stable, honnêtement c'est une super attaque, d'où l'intérêt peut-être d'avoir la frappe en premier pour être sûr de toujours pouvoir infliger vos dégâts, parce qu'après derrière c'est que 6 PV avec une sauvegarde à 3 et il n'y a pas forcément la protection, sauf si vous arrivez à la choper grâce notamment à sa règle spéciale favori du Panthéon. Donc vous jetez un dé pendant votre phase des héros, sur un 4+, vous allez faire 1 G sur le tableau des bonus qu'on a vu sur le trait de bataille. Donc lui-même, il peut s'octroyer un bonus du trait de bataille, sachant que si vous le ciblez en plus lui, potentiellement vous pouvez octroyer 2 fois une bénédiction en un tour, sachant que si vous faites un double, malheureusement vous allez perdre le bonus quoi. Et en plus de ça, il a une aptitude qui se déclenche, elle, pendant n'importe quelle phase de mêlée, c'est champion à volonté de fer. Vous allez choisir une unité ennemie qui est entièrement à 12 pouces de votre champion. Vous ne pouvez pas cibler votre champion, bien sûr. Vous allez jeter un dé sur un 2+, vous allez donner +1 au jet de touche de l'unité ciblée pour les attaques pendant cette phase. Donc c'est pareil, c'est un excellent bonus parce que vos unités déjà... en général touche déjà très très bien, et là vous donnez encore un bonus supplémentaire. Honnêtement c'est un excellent seigneur, franchement il est à pied, c'est un petit fantassin, mais il tape très très fort, il va peut-être se faire potentiellement sortir en une attaque ou 2 attaques maximum, mais tant qu'il est là, honnêtement, il fait vraiment le café, honnêtement, il est très très fort, il est fort intrinsèquement, il booste votre armée, vous pouvez potentiellement lui donner de la résilience, ou alors en contraire, en faire une arme de destruction, peut-être en une fois, mais au moins il aura tapé. Honnêtement, c'est une très très bonne unité selon moi. Ensuite, une unité, donc le char du chaos, une unité que
on pourrait penser vraiment d'impact et qui ferait voilà, des gros dégâts, mais en fait, voyez-la plutôt, selon moi, comme une unité de tanking et de temporisation à envoyer sur une unité adverse que vous voulez plutôt engluer. Pourquoi? Alors, au niveau du profil, elle a 7 PV, elle se déplace très bien de 10 pouces, sauvegarde de base à 4, objectif contrôle de 2, bon ok, c'est une machine de guerre, donc attention au malus sur certaines armes qui font plus de dégâts aux machines de guerre. En niveau profil, elle a pas mal de profils, mais qui sont assez décevants selon moi. Il y a le fléau de guerre du chaos, c'est 6 attaques. Bon, ça sature très bien. 3+3+. Il n'y a pas de perforation et il y a un seul dégât, il n'y a pas d'aptitude. Ensuite, il y a les fouets d'orige, c'est 2 attaques 4+4+. Un dégât sans perforation, et il y a le sabot écrasant destrier, 4 attaques, 5+3+, pas de perforation non plus pour un dégât, donc ça va très bien saturer, ça va être très bien contre la troupe adverse de base, la troupe de base sans protection, sans grosse armure. Par contre, dès qu'il y aura un peu d'armure en face, votre saturation, bon, vous n'allez pas faire grand chose parce que vous n'avez rien pour perforer les armures adverses. Alors qu'on pourrait penser, c'est un char, il est lancé, peut-être en char, il aurait mérité un petit bonus, mais non, il n'a pas de bonus. Il est plutôt là, à mon avis, dans l'esprit pour pouvoir tanker. Au niveau de ses aptitudes, il a la mort rapide. Si l'unité a chargé à cette phase, donc si elle a chargé à cette phase, bien sûr, vous allez jeter un dé sur un 2+, vous infligez D3 dégâts mortels à la cible que vous avez, avec laquelle vous êtes engagé en mêlée. C'est une règle classique, un peu sur la cavalerie lourde ou les chars sur cette édition de fer de lance. Ensuite, le cœur de ce fer de lance, c'est des guerriers du chaos. Vous en avez 2 bandes de 5. Ils ont quand même 2 PV par tête, mouvement de 5, sauvegarde de 3 de base, objectif contrôle de 1 uniquement, ils sont infanterie, ils ont une attaque qui est vraiment pas déconnante du tout, c'est la hallebarde gravée de runes, c'est 2 attaques, 3+3+, perforation de 1 pour 1 dégât, donc ça fait un peu tout, ça fait un peu de saturation, ça fait un peu de l'anti-élite avec la perforation, honnêtement c'est bon à prendre, et ils ont une règle passive qui est très très bien, c'est porteur de désolation, vous ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de mêlée faites par cette unité, qui cible une unité ennemie qui conteste un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc ben voilà, si vous venez chercher une unité adverse sur son objectif, et ben l'unité là, elle va être encore plus boostée. Et enfin, l'unité de cavalerie lourde, les chevaliers du chaos, une unité bien sûr emblématique, et qui en plus en termes de jeu est vraiment pas déconnante. C'est 4 PV pour un mouvement de 10, sauvegarde à 3, objectif contrôle de 1, c'est cavalerie uniquement. Ça a la lance maudite, 3 attaques, 3+3+, perforation de 1, dégâts de 1, charge plus 1 dégât. Donc honnêtement, vous voudrez charger et vider complètement l'unité que vous avez chargée. Il y a le destrier aussi, c'est anecdotique, 2 attaques, 5+3+, pas de perforation, 1 dégât. Et en plus, ils ont la charge empaleuse. Vous ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des lances maudites de cette unité si elle a chargé au même tour. Donc ils ont, quand vous chargez, plus 1 dégât, et pendant le tour là, s'ils ont chargé, vous avez en plus 1 à la perforation. Donc honnêtement, très très bonne unité que vous pouvez, on n'oublie pas, booster en leur donnant des bénédictions. Cette unité, si vous leur donnez par exemple la bénédiction de Nurgle en plus, bon, ça va être difficile dans un petit format, avec très peu d'unités adverses, et très peu de tours aussi, de pouvoir sortir cette unité. Et même si elle n'arrive pas à tuer directement l'unité adverse en l'ayant chargée, le fait d'avoir 3 attaques par tête, honnêtement, ça peut faire que sur le second tour, vous arrivez à vous débarrasser d'unité adverse et charger une autre unité. Donc, une excellente unité sur un excellent fer de lance, j'ai l'impression. Concernant donc mon avis sur la Légion des Souffles Sang, un fer de lance élitiste, avec du guerrier armuré, des règles intrinsèques plutôt très bien écrites. On a toujours cette occurrence des 4 dieux du chaos et des bénédictions en fonction de tel ou tel type de dieu. Leur trait de bataille est structurant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plusieurs occurrences par tour. Vous pouvez utiliser le trait de bataille, en tout cas le tableau d'aptitude, plusieurs fois sur un même tour, donc ça peut être potentiellement très bien, mais ça reste de l'aléatoire, ça reste du résultat sur un D6, malgré des aptitudes qui sont assez structurantes ou impactantes en termes de jeu, donc à conseiller plutôt à des joueurs qui aiment un peu le hasard
on est sur un jeu de dés, donc il y a quand même une grande part de hasard, mais pour un joueur qui est très stable dans sa manière de penser et de construire sa stratégie, bon, c'est peut-être pas forcément le fer de lance qu'il vous faudra. Un grand merci pour le visionnage de cette vidéo. Je vous annonce déjà la prochaine faction. Je pense que je vais faire maintenant comme ça et vous annoncer les prochaines factions, voilà, pour la prochaine vidéo. Donc là, on était un peu dans le hasard, les dieux, etc. La prochaine faction, elle va être très cartésienne, très rangée, très carrée. Ce sera les Caradrons, les nains qui volent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper cette prochaine vidéo sur Warhammer Spearhead. Sur ce, moi je vous dis encore une fois un grand merci de nous avoir rejoints. Vous avez fait exploser les scores sur les dernières vidéos. Bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.